Bonsoir à toutes et à tous, c'est à la reprise. Actu Rugby 83 reprend après un bel été là, où on est tous un peu partis. Patrick, tu as l'air bien bronzé, tu as profité de la plage? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est bien. Un petit peu. Et puis on a notre invité, Eric Briquet-Campin, que tout le monde connaît. Hein. Bonsoir Sergio, bonsoir Patrick. Voilà, arbitre top 14, international et tout. Voilà, heureux de cette reprise. Alors on commence par toi parce que le top 14 reprend et puis qu'il y a de nouvelles règles. Alors avant de critiquer tous les arbitres et de critiquer tous les joueurs, on te fait venir pour essayer de comprendre un peu plus ce qu'il en est. Bon, on parlera de toi après. Là, on va parler un petit peu des résultats du RCT. Fantastique. Du résultat du RCT. Des résultats du RCT. Incroyable. Hein. Après deux matchs amicaux où on s'est mangé à Perpignan et puis un peu repris à Clermont, on s'est dit ça va être compliqué et puis on fait un match fantastique, une première mi-temps fantastique, on mène 24-3 et après on a gagné ce match incroyable et puis avec quelle classe. Hein. C'est vrai que les matchs amicaux n'avaient pas été faits pour nous rassurer, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas saisi le terme match de préparation. Pierre avait choisi de faire une large revue d'effectifs puisqu'il avait impliqué 40 joueurs. Donc ce que n'avaient pas fait nos adversaires qui étaient déjà à un stade de préparation plus avancé que nous, puisqu'on a repris nous plus tard qu'eux, puisqu'on était demi-finaliste du top 14, donc on a repris plus tard. Donc il y avait déjà le phénomène du manque de préparation. Et c'est vrai qu'on a fait tourner, mais les deux premières mi-temps où l'équipe ressemblait sensiblement à ce que serait l'équipe type avaient été plutôt encourageantes et à Perpignan et à Clermont, puisqu'à Perpignan, si ma mémoire est bonne, on menait à la mi-temps, et à Clermont, on n'était pas loin, je crois qu'on était 2 points derrière. Donc voilà, les gens se sont un peu inquiétés avant ce match de reprise. Mais bon, je me doutais qu'on alignerait une toute autre équipe et on montrerait un tout autre visage à Montpellier, ça a été le cas. Contrairement à nous, Montpellier avait, lui, survolé ces deux matchs de préparation, comme quoi il ne faut jamais en tirer de conclusion. Et oui, on a fait une première mi-temps quasi parfaite. Alors pas parfaite parce que c'est jamais parfait, et Pierre est le premier à le dire, il est jamais content, mais c'est un perfectionniste, on le sait. Mais c'est vrai qu'on a répondu dans tous les domaines, que ce soit en mêlée fermée, en touche, dans l'agressivité, en défense, où on était présent. Et puis on était très réaliste, ce qui était un peu notre défaut l'année dernière, où on se crée des occasions et du mal à marquer. Là, chaque fois, pratiquement, où on a une occasion, on est allé au fond. On a vu à l'œuvre nos nouvelles recrues. Certains étaient inquiets aussi sur les départs, pensant que ça serait compliqué à les remplacer. Alors, c'est que le premier match, oui. mais on a déjà eu un aperçu du talent de... Alors, Mercer, on le savait, parce qu'il avait déjà joué en top 14 et qu'il avait essayé de souvenir de grands joueurs. Mais on les mettait des doutes sur Brex. Sur Brex, ouais. Qui est là, sensiblement pour remplacer Faïganoukou et que je crois qu'il a surpris tout le monde par... déjà, c'est un gros défenseur. Avec l'Italie, il avait prouvé. Mais il ne fait pas que défendre, c'est le régulateur de l'attaque. Et il fait briller le petit Kowi à côté de lui, qui lui aussi ne manque pas de talent, et il va le prouver tout au long de la saison. Et en plus, on a impliqué tous nos jeunes qui ont répondu présents, puisqu'on les a pratiquement tous fait jouer, à l'exception de Mézou, qui je pense sera sur le banc peut-être pour Castres la semaine prochaine. Mais que ce soit Ferté, Kéré Karaba, Kowi, Damon, Domon, puisqu'il fait aussi partie des jeunes, Dréan, voilà. Alors moi j'ai la sensation, Tufu, j'allais en oublier un. Ouais. Moi j'ai la sensation que certains pensaient qu'on s'était affaibli à l'intersaison. Ben moi je pense sur le contraire. Je pense qu'on est une équipe plus étoffé, un effectif plus étoffé que l'année dernière, et que je pense que les jeunes vont se révéler, et qu'on est parti, je crois, pour faire une belle saison. Même si ça reste le premier match, il ne faut pas s'emballer et qu'il va falloir confirmer rapidement. Non, mais il y a une sorte de mayonnaise qui est en train de se mettre en place entre les jeunes joueurs et les anciens.
Alors c'est sûr qu'on a toujours peur quand on fait rentrer de jeunes joueurs qui ne soient pas forcément pas au niveau, mais bon, le top 14 c'est quand même différent de tout ce qu'on a, de tout ce qu'ils ont pu vivre. Mais là, on a vu que tout le monde était bien intégré. Le groupe a l'air de bien vivre cette première expérience. Et c'est vrai que d'avoir des gens comme Brex qui ne sont pas forcément les plus connus, même s'ils ont bien joué, enfin ils jouent souvent avec l'équipe d'Italie. Il a fait un match plein et puis bon, il fait marquer un essai quand même. J'ai l'impression qu'en fonction du recrutement, on a aussi changé de philosophie de jeu. Je pense qu'on va mettre beaucoup plus de vitesse. Ouais, puis tu vois, Pierre n'a pas hésité à faire jouer Daumont derrière alors que tout le monde attendait Jaminet. Après, on voit qu'un mec comme Dréan, on parle souvent de Bielbarré, mais il rentre sur l'aile et il nous a fait un festival là. Je veux dire, on sent qu'il est déjà en Cannes. Non, je pense que il faut pas s'emballer. C'est le premier match. On a 2 gros matchs qui nous attendent, voire 3 gros matchs parce qu'on doit on va se déplacer recevoir 2 fois. Ouais. On va recevoir 2 fois Castres et La Rochelle. On va aller à Bayonne. Donc je pense qu'à la fin septembre, on saura exactement où on en est et quels sont les domaines où on doit travailler. Mais là déjà, première victoire, premier déplacement, première victoire à l'extérieur. Je veux dire, que demande le peuple, hein. Je veux dire, c'est pas... Ça, les points pris, ils sont plus à prendre. Donc, Voilà, donc du coup il y avait des... On n'a pas vu beaucoup de gens râler. On a quelques-uns qui ont quand même ouvert leur gueule en disant que c'était proche du néant et que... bref. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut soutenir cette équipe. Je pense que le travail qui est mis en place par Pierre est un travail et tout son staff intelligent. On intègre des jeunes parce qu'il ne faut pas oublier que il faut quand même penser à l'avenir. Hein. On a des gens comme Serein, Olivon, tout ça qui, un jour ou l'autre, il faudra bien les remplacer. Et le fait de faire venir des jeunes et de les intégrer comme ça peut être que positif. Ouais, et puis je crois que Pierre, petit à petit, parce que Pierre, je crois qu'il a sa 4e année, donc petit à petit, il a modelé son effectif par petites touches pour arriver justement à faire un effectif qui soit conforme au jeu qu'il veut pratiquer. Je crois qu'on commence à voir les prémices et voilà, c'est plutôt, moi je pense que c'est plutôt encourageant et parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on va tenter peut-être plus de choses, on va avoir un jeu peut-être plus audacieux et peut-être plus basé sur la vitesse que ce qu'on a vu ces dernières années. Voilà, le match de Montpellier me conforte un peu dans ce que je pense. Après, on a vu que c'était une journée un peu particulière parce qu'il y a eu quand même, je crois, 4 victoires à l'extérieur. Ouais. Il y a Toulouse qui a été gagné à Clermont, tu as Pau à Castres et Bayonne à Perpignan. Donc, comme quoi, en fin de compte, les matchs amicaux... tous ceux qui ont gagné les matchs amicaux... tous ceux qui ont gagné ont tout perdu et nous, on avait perdu et on a gagné. Voilà, tu as vu le match, Eric ? Oui, c'est vrai que c'est une belle première journée surprenante aussi. Je pense que dans l'histoire du rugby, c'est rare d'avoir une première journée avec 4 victoires à l'extérieur. Du coup, il était particulièrement important pour Toulon aussi de décrocher celle-là. Et c'est ce qui laisse à penser aussi que le championnat va être long comme d'habitude. Il aura toujours ses 26 journées, mais peut-être encore plus complexe que d'habitude. Les prétendants cette année sont... Pourtant, l'UEC, l'année dernière, il était déjà serré. Et c'était déjà très compliqué. On l'a vu l'an dernier sur les dernières journées où rien n'était joué encore aussi bien en bas qu'en haut. Quoi. Mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau du rugby, mais même au niveau international, quand je vois par exemple le champion avec... comment ça s'appelle qui réunit donc les Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine. Championships. Mais c'est la reprise. Chips, c'est après. C'est la reprise. C'est serré aussi. Hein. On voit les Blacks ont perdu contre les Argentins. L'Australie qui fait... l'Afrique du Sud qui perd contre l'Australie. Et l'Australie qui est menée 2 fois, que ce soit pour l'Afrique du Sud contre l'Argentine, et qui avait à revenir... le rugby est en train de se transformer. Hein. Les Blacks, c'est pareil. Hein. On sent qu'il n'y a pas d'équipe qui domine vraiment le championnat. Et là, il faut espérer qu'il n'y a pas que Toulouse qui domine le championnat et faire en sorte que ce soit un championnat plus ouvert et qui laisse la place à tout le monde. Parce que Toulouse a gagné à Clermont. Je pense que maintenant, il faut... D'ailleurs... l'entraîneur de Clermont a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a dit qu'on respecte trop ces gens-là. Je dis maintenant il faut arrêter de respecter Toulouse, il faut leur marcher dessus. Voilà, donc et c'est pareil pour les Blacks, c'est pareil pour toutes les grandes équipes. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'ils ont un effectif tellement pléthorique que
c'est difficile, quoi. Non, mais tout en respectant Toulouse, parce que il faut reconnaître que c'est bon. Tu fais la liste des joueurs qui manquaient hier soir à Clermont, c'est impressionnant, quoi. Ouais, donc. Et voilà, ils vont gagner là-bas, quoi. Donc ils s'affichent encore comme les grands favoris. C'est une grosse équipe, c'est qu'une grande équipe, mais bon, après il faut arrêter, quoi. C'est sûr que si tu as de jouer, tu risqueras pas de les battre. Non, ça c'est sûr, il faut les attaquer, il faut les prendre. On a au niveau résultat, c'était un peu pauvre. Il y a les fédérales qui ont repris. Alors, avec des résultats mitigés. Une victoire de la Seine contre Aubenas, 18-17. Donc, club de cœur. Oui, tout à fait. La Seine, donc, voilà, c'est une victoire. Donc, c'est bien de commencer par une victoire, même si elle a été serrée. Mais c'est un des gros prétendants à la montée au Aubenas. C'est une des grosses équipes de la poule. Donc voilà, c'est bien de commencer par une victoire, avec un nouveau staff aussi. Mais je pense qu'on ira les voir en cours de saison. Parce qu'il y a Virgile Bruni qui sont arrivés, il y a Sébastien Bruno qui sont rentrés dans le staff. Donc eux aussi, ils ont modifié le staff. Par contre, la Valette a perdu le premier match à la maison. Ça, c'est jamais bon non plus. Donc ils ont été battus par Annonay, 16-6. Voilà. Et en Pro D2, j'ai pas suivi la Pro D2. Aix a perdu. Aix a perdu. Aix a perdu. Aix, c'est 2 matchs de défaite. Donc, et Vannes a gagné, je crois. Vannes a gagné. Ouais. Vannes a gagné. Mais Aix, il démarre la saison possiblement. Ils sont dans le dur tout de suite. Ils ont perdu à la maison et ils ont perdu le premier match à l'extérieur. Donc voilà, pour un peu dans la montée aussi, on ne peut pas dire que ça démarre bien. Voilà, je voulais dire un mot aussi sur la Coupe du Monde féminine. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, la France, jusqu'à maintenant, elle a un peu marché sur l'eau. Il faut dire que l'opposition était faible, notamment les 2 derniers. Contre le Brésil, je crois qu'elles ont mis 96 points, un truc comme ça. Non et hier, elles ont battu largement aussi l'Afrique du Sud. Donc, se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde, elle va jouer l'Irlande. Et après, ça risque de se compliquer, puisque en théorie, elle devrait prendre les Blacks. Les Blacks, ouais. Les Anglaises. Les Anglaises, d'abord les Anglaises. C'est encore plus compliqué. Oui, parce c'est des monstres. Parce que j'ai le sentiment que sur cette Coupe du Monde, les Anglaises sont supérieures aux Blacks, même si ce sont les Blacks qui sont tenants du titre, elles me paraissent supérieures. Mais on a perdu d'un point la finale du tournoi Destination à Twickenham. Donc voilà, elles savent qu'elles ne sont pas si loin que ça, mais ça va être compliqué. Effectivement, elles sont impressionnantes. Elles aussi, elles ont filé des raclés à tout le monde et ça va être dur de décrocher le titre. À suivre. Ouais. La semaine prochaine, on reçoit Castres. On reçoit Castres, samedi soir 21h. On va recevoir 2 fois à 21h. Ouais. On a un gros début de championnat quand même, parce qu'on reçoit Castres, on reçoit La Rochelle et on va à Bayonne. Et on a été à Montpellier. Il y a plus simple quand même. Mais bon, après, il faut aller gagner le premier à l'extérieur. Si tu fais le taf à domicile, tu ne seras pas trop mal à la fin du premier bloc. Donc, exactement. Donc voilà, d'où l'importance de gagner le premier. Déjà pour la confiance. Ça c'est fait. Et puis pour le capital point, pour l'instant, c'est pas trop mal. Ok. Bon, écoute, on va passer à notre carton. On sent que c'est le début, c'est quand même. On est un peu. Un peu perdu là. Un peu perdu le. T'as bougé, toi le rythme. T'as bougé un petit peu. Moi, j'étais en Lozère. C'est vachement beau. Là, c'est les Cévennes et tout, c'était bien. Mais on n'est pas là pour parler de. Voilà. Non, dommage. Ouais. Et donc, le carton rouge, vas-y, carton jaune, t'en as un. Moi, j'avais pas. Alors, moi, je mets un carton rouge à Patrick parce qu'il n'a pas de carton jaune. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Comme ça, je ne savais pas où le mettre. Je l'ai placé. Voilà, on va passer à notre invité. Eric, né à Toulon en 1961, je crois. C'est ça, tout à fait. Ça ne fait pas, ça. Non, mais ça fait rien, je le dis quand même. Et j'assume. Donc, près de la gare. C'est qui est près de la gare. Donc, une jeunesse toulonnaise, mais un club de rugby sénois. Tu as fait du rugby à la Seine. Un passage à la Seine, tout à fait. Une jeunesse toulonnaise au lycée Bonaparte, que tous les Toulonnais connaissent évidemment, à l'école de Claret. Ouais. Ensuite, les études m'ont mené à Draguignan pour les études d'instituteur à l'école normale, où j'ai joué à Tourves, j'ai joué à la Seine. Alors,
Et je suis retourné à Tours où j'ai fini ma brillante carrière de joueur. Mais tu es devenu arbitre parce que tu ne pouvais plus jouer au rugby, je crois. C'est ça. Et tu as répondu à une annonce. C'est ça. C'est tout. C'est ça. En fait, j'étais déjà enseignant, donc j'avais le choix. J'ai été blessé en vertèbre, donc interdiction de retourner sur un terrain pour y jouer, en tout cas. Surtout celui de Tours. Surtout celui de Tours, qui ressemblait plus à un champ de patates et de carottes qu'à autre chose. Et donc j'avais le choix, soit me lancer dans le fait de devenir éducateur ou entraîneur, mais je voyais déjà des jeunes toute la semaine. Bon, puis j'ai essayé l'arbitrage. C'était un peu comme un défi à l'époque. Je m'étais dit, bon allez, tu fais 3 matchs, si ça te plaît, tu restes. Et tu as fait une grande carrière. Hein, et puis j'ai fait une grande carrière. Elle n'est pas finie. Mais tu as fait 3 finales de top 14. Tu as fait 3 finales de top 14 à la vidéo, une à la touche, 2 comme arbitre délégué. Voilà, j'ai connu, c'est vrai, de belles choses grâce à l'arbitrage que je n'aurais pas connu en tant que joueur parce que, pour tout vous dire, j'étais sincèrement un joueur médiocre. J'étais pas un grand joueur. J'ai eu un plus beau parcours d'arbitre qu'un parcours de joueur. Alors par contre, aujourd'hui, maintenant, tu es directeur d'école, c'est ça ? Et je voulais te poser une question. En fin de compte, toi, ce qui t'a motivé dans ta vie, c'est les avertissements, quoi. Parce que qu'est-ce qui est le plus motivant d'enfiler à un joueur ou à un élève ? C'est différent. Les raisons pour lesquelles on les donne ne sont pas, c'est pas les mêmes. Sont pas les mêmes. Ouais. Mais ça se rejoint un peu. Mais par contre, il y a aussi cette logique de l'assumer et de le faire avec le plus d'équité possible et de l'expliquer surtout. Un avertissement, il est compris quand il est expliqué. Si on donne un avertissement à un joueur ou à un élève ou à qui que ce soit d'ailleurs, mais qu'on ne lui explique pas pourquoi il est sanctionné, la sanction, dans ces cas-là, elle ne veut plus rien dire. Est-ce que si le dimanche tu avais regretté de ne pas avoir donné un avertissement, quand tu rentrais à l'école, tu te disais, bon, là, le premier élève qui boule... Non, il n'y avait pas de vengeance. Le lendemain, mais bon, ça se rejoignait quand même quelque part. Il t'est arrivé d'arbitrer dans ses élèves ? Oui. Michael Ivaldi par exemple. Michael Ivaldi que j'ai eu il y a quelques années. Alors, on va pas se faire de la peine ni à lui ni à moi, mais quand il était élève à la Beaucaire, il y avait sa sœur aussi. Je l'ai eu en CE2 si je me souviens bien. Ensuite, il a eu une carrière extraordinaire, Mika. Ça a été, c'est un joueur que j'ai toujours retrouvé avec plaisir. J'avais ce petit supplément d'âme avec lui. Et quand il jouait à Lyon, donc forcément, je me débrouillais toujours pour le croiser dans le vestiaire avant et lui dire pas aujourd'hui, Mika. Et j'ai jamais eu à faire d'appel vidéo ou à traiter un appel vidéo dans lequel il était pas Mika, c'est un bouquin. Oui, c'était un gentil bouquin à l'école. Quelqu'un que j'apprécie. Non, je parle sur le terrain. À l'école, je l'avais pas connu, mais sur le terrain, c'est pénible. C'était un joueur qui met la tête, on met pas les pieds. Il est toujours pénible. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui sont difficiles à arbitrer, où on craint toujours un petit peu de... Difficile à arbitrer, non, parce qu'on les prend tous comme ils viennent, j'allais dire, ce jour-là. Il ne faut pas avoir d'a priori d'un samedi sur l'autre ou d'un dimanche sur l'autre. Un joueur peut être pénible aujourd'hui et puis le week-end prochain se comporter de façon la plus adorable possible. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un arbitre que l'a priori. Un arbitre qui rentre avec un a priori sur le terrain, il va faire un mauvais arbitrage. Il faut prendre les situations comme elles se présentent. Après, c'est comme la vie. Il y a des personnes avec qui on a plus d'atomes crochus que d'autres. Et des personnes avec qui on a envie de discuter à la fin du match, de boire une bière. Et puis d'autres, ma foi, voilà, on s'est croisés pour un final. Alors, s'il n'y a pas d'a priori sur les joueurs, est-ce qu'il y a des a priori sur les équipes ? Pas plus. Voilà, parce que souvent, on dit toujours, Toulon, on a toujours l'impression qu'on est visé. Pas plus. Vraiment, ne serait-ce que pour la raison que j'évoquais à l'instant, une équipe d'un week-end sur l'autre, elle peut changer complètement de visage. Et on peut avoir des situations très complexes, voire pénibles à arbitrer, alors que le week-end d'avant, tout se passait normalement. Donc, l'a priori, c'est vraiment ce qui guette. Enfin, comme je le disais à l'instant, un arbitre qui aurait des a priori ferait de toutes les façons un mauvais match. Après, ce qui est consciemment, ça peut parler. Je pense à l'exemple, un mec comme Rory Cocotte, je pense que même si tu n'as pas d'a priori, tu sais qu'il va te les briser tout l'après-midi. On sait qu'il est là, de toutes les manières. Si on a tendance à l'oublier, tiens, le revoilà. Oui, il y a des joueurs qui prennent plus de place que d'autres. Mais ça aussi, avec l'expérience, on apprend à les gérer. On tisse une relation avec les joueurs au fur et à mesure de nos carrières respectives, celle de l'arbitre, celle des joueurs. Et donc, on apprend aussi à se faire respecter.
ou pas. Et puis là, on mange le sifflet parfois quand ils nous prennent le dessus. La relation entre le joueur, en particulier le capitaine et l'arbitre, c'est quelque chose de fondamental dans un match. Fondamental. Ouais. C'est vrai que des fois on voit des relations, on sent qu'il y a quand même une complicité. Oui. Ils s'appellent par leur prénom, tout ça. Alors, ça, je suis pas forcément pour. Moi non plus. Voilà. Parce que il faut le faire pour les deux équipes. Il faut le faire pour les deux équipes, et y compris pour le numéro 23, qui est peut-être un jeune qui sort du centre de formation que personne ne connaît, qui va faire ce jour-là un grand match. Et si on ne le connaît pas et qu'on l'appelle, qu'on lui dit monsieur, alors qu'à tous les autres, on les appelle Patrick, Sergio ou autre. Alors ça, j'avoue que appeler les joueurs par leur prénom. Et justement, quand on sent que dans une équipe, sur un gros match, il y a un jeune qui rentre qui commence sa carrière, est-ce que l'arbitre a un œil plus indulgent ou non? Il considère que... Non, il n'y a pas de... Là, pareil, pas d'a priori non plus. Pas de passe au droit, pas de protection supplémentaire pour un joueur qui... S'il est là, c'est qu'il mérite d'y être, comme ceux qui sont rentrés dans le 15 majeur. Ensuite, on t'a fait venir parce qu'on est en début de saison et que déjà, sur les premiers matchs, on a des situations où on ne comprend plus rien. Et c'est pas évident. Nous non plus. Hein. Oui, c'est pour ça. Bon, c'est bon, fin de l'émission. Pour vous, c'est plus grave. Pour vous, c'est plus grave que voilà, pour nous. Personne ne le sait. C'est ce qu'on voulait entendre, fin de l'émission. Voilà. Et puis alors... j'ai toujours l'impression que chaque année, on nous rajoute des règles et qu'au lieu de devenir clair, ça devient même de plus en plus opaque. Il y en a 4. Mais là, on est un peu emmerdé parce qu'on avait le rouge et le jaune. Et maintenant, il va falloir l'orange. Les 4 nouvelles règles principales, ce sont le carton orange, l'introduction en mêlée qui a changé, enfin, la façon de le faire surtout, l'essai plongeant, ce qu'ils appellent l'essai plongeant. Et le micro de l'arbitre ouvert, ça aussi, c'est une. C'est pas vraiment une règle. Alors, c'est pas une règle, c'est une nouveauté comme la haie d'honneur. Et la haie d'honneur. Qui plaît beaucoup aux arbitres. La haie d'honneur, je vais vous donner mon avis. J'ai un devoir de réserve, donc je ne peux pas en parler. Donc là, normalement, vous avez tout compris. Si vous suivez mes réseaux sociaux, c'est la vie générale des arbitres. C'est la vie générale des arbitres. Franchement, est-ce qu'on a besoin et même, je pense, de Canal+, parce que quand on est réalisateur d'une émission, ça donne une lenteur à cette entrée en matière qui est généralement quelque chose de dynamique, on rentre dans le match en rentrant sur le terrain. La sortie du tunnel des joueurs. La sortie du tunnel, c'est quelque chose. Enfin, sur mes réseaux sociaux, j'en ai mis une de sortie du tunnel de 91 qui était celle-là pour le coup particulière. Ça rappelle. Mais voilà, ça, je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps que les impôts. Ça, c'est qu'en France ou c'est c'est qu'en France, c'est une décision de la Ligue. Ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention de faire respecter les joueurs, les arbitres. Mais bon, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour y parvenir. Et d'ailleurs, on a vu cette semaine que ça donnait plus lieu à des broncas et à des sifflets qu'à autre chose. Parce que finalement, ça gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Donc, ce n'est pas une nouvelle règle, oui, mais c'est une nouveauté de l'année. Comme le son de l'arbitre, le micro ouvert sur les décisions... Des appels vidéo. À Montpellier, j'ai rien entendu, moi. Pas dans tous les stades. Dans tous les stades. Il y a des stades où c'est pas possible de le faire pour des raisons techniques, tout simplement. Et des stades où c'est possible. Donc là où ce sera possible, ce sera ouvert. Et si vous ne l'entendez pas quand vous allez sur un match quelconque, c'est qu'en fait, techniquement, c'était pas possible. À Toulon, on ne devrait plus avoir de problème. On a tout changé. Avec la nouvelle sono, ça devrait... L'éclairage, c'est M. Rousselet, je crois, qui sera là la semaine prochaine. On devrait entendre très fort s'il y a des appels vidéo, bien sûr. Du coup, nous avons mis les matchs qu'à 21h. Ouais, voilà. Dans les nouveautés, donc dans les nouvelles règles, l'essai, tu l'as appelé plongeant. Effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir plonger par-dessus un ruck, à condition, bien évidemment, de ramasser le ballon en position en jeu, d'être bien le dernier et d'avoir le droit de le faire. On va pouvoir ramasser le ballon, plonger par-dessus le ruck pour aller marquer l'essai, à condition de ne toucher personne. Voilà. C'est incroyable, ça. Et ça va être... il faut voler haut. Il faut voler très haut. Si on est défenseur, il faut arriver à se mettre juste devant. Il ne faut pas le toucher. Voilà, ça c'est... Donc c'était une précision en fait de la règle. Autre précision de la règle, retour en arrière, j'allais dire, c'est l'introduction en mêlée, où depuis des années,
les entraîneurs disent non, mais on s'en fout des introductions en mêlée. On est arrivé à un tel point d'introduction pas droite que là, les uns et les autres se disent finalement la mêlée, qui est une phase de conquête, où est la conquête aujourd'hui avec de telles introductions? Donc on revient à des introductions qui doivent être les plus droites possibles. Est-ce qu'on va voir de nouveau des mêlées qui vont se gagner sur l'adversaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi l'objectif d'avoir réellement... en tout cas, une poussée pour essayer d'obtenir le gain du ballon. C'est vrai que par le passé, une introduction en seconde ligne était sanctionnée. Tout à fait. Elle était sanctionnée immédiatement par l'adversaire. Oui, déjà. Par les anesthésistes. Ou par l'arbitre. Mais... Ou par l'arbitre. Voilà. Mais si ce n'était pas l'arbitre, c'était les anesthésistes, le 4 ou le 5, qui se chargeaient effectivement de sanctionner la mêlée. Donc, autre précision de règle aussi cette année, les soutiens offensifs, quand ils viennent au soutien, ne pourront pas poser les mains au sol. Il va falloir qu'ils maîtrisent vraiment le poids de leur corps. Ça aussi, c'est pas évident. Ça va être délicat quand il va y avoir de très, 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 très grosses progressions avec tous les partenaires qui arrivent derrière. Mais bon, ça, c'est dans l'intention aussi d'avoir une possibilité de conquête pour l'équipe qui défend, parce que sinon, ça veut dire qu'une équipe, elle ne peut plus défendre si elle ne peut pas aller essayer de gratter le ballon. Et la grosse nouveauté de l'année, c'est le carton orange. Ah oui, ça avant. Alors là, monsieur Vivien Pradery, arbitre de je ne sais plus quel match ce week-end, je me l'étais noté. C'est le premier restera le premier arbitre dans l'histoire du rugby professionnel. Ouais. C'était le match Brive-Dax, premier carton orange de l'histoire sur un plaquage par retournement. Alors, carton orange, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, ça signifie 20 minutes d'exclusion pour le joueur qui le reçoit, qui lui, de toutes les façons, ne pourra pas revenir en jeu. Il est exclu définitivement. Mais par contre, au bout de 20 minutes, un de ses partenaires va rentrer à sa place. L'équipe rejouera de nouveau à 15. Elle joue à 14 pendant 20 minutes, mais au bout de 20 minutes, elle rejouera de nouveau à 15. Et le rouge reste rouge? Le rouge reste rouge, le jaune reste jaune. Et il y a ce carton orange entre les deux. Là, il va falloir un temps, je pense, d'adaptation aux uns et aux autres, aux arbitres, aux entraîneurs. Voilà. Alors le carton orange, c'est quand une action est un jeu déloyal, de toutes les manières. Elle est avec un degré de danger élevé, mais ce degré de danger n'est pas assez élevé pour donner un rouge, mais trop élevé pour donner un jaune. Voilà. On n'est pas sorti l'auberge. Bon courage. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que on s'en remette finalement à l'analyse. J'ai pas dit à l'interprétation, j'ai dit à l'analyse. Et on sait bien que même si on analyse et qu'on essaie d'analyser objectivement les choses, on peut avoir des analyses qui sont différentes. On l'a vu jusqu'à cette année où, avec les mêmes clés d'analyse, sur une équipe de 4 arbitres, 2 arbitres de touche, un arbitre de champ, un arbitre vidéo, on pouvait avoir 2 arbitres qui analysaient une situation d'une façon et 2 arbitres qui analysaient une situation d'une autre. On est bien dans l'analyse et pas dans l'interprétation. Là, le carton orange, finalement, rajoute encore un niveau d'analyse. Je ne sais pas si au bout du compte, ça va être plus efficace. On va voir. Il faut laisser sa chance au produit. En tout cas, il faut l'appliquer. Moi, je suis un bon soldat. Je le ferai appliquer en tant qu'arbitre vidéo. Mais bon, on verra ce que ça donnera dans les semaines et mois qui viennent. Je crois que la Fédération française de rugby n'était pas favorable à l'application du carton orange. Tout à fait. Tout à fait. C'était posé. C'est quelque chose qui nous vient de toutes les manières du niveau international, par voie de rugby. Donc, on l'applique, on verra ce que ça donnera. On va essayer de faire au mieux. Et le fameux bunker? Non, ça, on l'a pas. Ça, c'est uniquement sur les matchs internationaux. Mais ça, c'est sur les rouges, alors? Alors, le bunker, c'est en fait... Je sais plus. L'orange remplace le bunker. Aujourd'hui, l'arbitre de champ au niveau international, c'est pas la peine qu'il sorte avec son carton rouge, parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Plus personne n'en donne. Il donne un carton jaune, il fait son signe croix de la main et on envoie l'affaire au bunker qui va décider est-ce que c'est un jaune, est-ce que c'est un rouge. Mais la décision est prise en dehors du terrain. Moi, ça ne me va pas du tout, ça. Donc là, je sors un peu de mon devoir de réserve, mais c'est pas grave. Ça ne me va pas du tout. Pour moi, une décision... Elle est forte et elle est bonne, même si elle est mauvaise, parce que c'est une erreur, quand elle est prise sur le terrain. C'est sur le terrain que se gagne le respect, c'est sur le terrain que se gagne la confiance avec les joueurs. Et même quand un arbitre se trompe, les joueurs vont le respecter s'il a pris la décision, s'il l'a expliqué, s'il l'a assumé. Là, la décision, aujourd'hui, elle est prise peut-être à des dizaines de kilomètres de là. Il se dégage de ses responsabilités. Mais finalement, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit plus de carton rouge, sauf quand le bunker donne sa décision et que l'arbitre rappelle pour donner le rouge. Mais c'est pas lui qui donne le rouge.
finalement. Lui, il le montre, le rouge, mais c'est le bunker qui a donné le rouge. Bon, voilà. Ça, c'est de la philosophie de l'arbitrage. Ça, le bunker, ça existe toujours en au niveau international, tout à fait. Ouais. Mais l'orange, il est qu'en France. Oui, il est partout. Ah, il est partout, non, là. Il est aussi. J'ai loupé quelque chose, mais en principe, il est partout, tout à fait. L'orage, en quelque sorte, c'est le bunker. C'est un faux bunker. C'est un faux bunker. C'est une sorte de, c'est une sorte de bunker parce que. Sur les matchs où il y a le bunker, là c'est donc tu peux avoir le jaune. Il n'y a que les matchs internationaux. Tu peux avoir un jaune avec bunker. Ouais. Tu peux avoir un orange et un rouge. Et un bleu. Un bleu, ouais. Et le bleu, c'est quoi déjà ? Bleu, c'est protocole commotion. Le seul qui est sorti, c'est Alex Ruiz. D'accord. C'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul carton bleu qui a été sorti en secteur professionnel. Parce que celui-là, le carton bleu, il a une incidence terrible. Hein. Bon, outre le fait que le joueur sort sur protocole commotion, il est considéré comme protocole commotion, c'est-à-dire qu'il rentre dans toute la chaîne de mise à l'écart, j'allais dire suspension, mais non, de mise à l'écart le temps que les neurochires disent qu'il est apte à jouer. Ah oui, d'accord. Pourtant, ça fait un moment qu'il a arrêté Ruiz. Depuis, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Carton bleu. Non, les arbitres font signe de la tête. Oui, il est en train là maintenant, il conteste l'arbitrage un peu. Il y a les médecins. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il a été en tout cas conseiller de l'équipe de France féminine sur la préparation de la Coupe du Monde, là, sur la discipline, sur les phases de combat. Ouais. D'accord. Ouais, il s'est embrouillé. C'est un sanguin, Alex. C'est marrant parce que. Donc on va avoir une saison au niveau des règles qui... Il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter de nouveau. Comme toutes les saisons qui suivent les Coupes du Monde, on sait très bien qu'à l'approche des Coupes du Monde, là, il n'y a plus de nouvelles règles. Parce que les équipes nationales, notamment, se sont préparées et entraînées sur la base des règles de l'Inter-Coupe du Monde. Donc là, pendant 1 an ou 2, on va avoir quelques nouveautés. Et puis ensuite, on va retomber sur une période gelée, en quelque sorte, pour que les équipes nationales continuent à se préparer sur la base de ce qu'ils ont appris et acquis les 2 années précédentes. Ça va pas être simple. Et puis, il va y avoir 1 mois ou 2 où les arbitres vont être pointilleux et être très sévères sur ces 4 points. Sur ces 2 points, surtout. Et après, ça va se tasser. C'est toujours un risque qu'il y ait pendant quelques temps un renfort de pénalité sur telle ou telle situation et puis qu'après on oublie. Les mêlées, pour faire le vieux con, de mon temps, quand j'arbitrais au milieu, si par hasard on oubliait de siffler une mêlée pas droite, le superviseur il nous le rappelait, mais alors c'était terrible. Et puis petit à petit, donc les mêlées, on les tabassait en quelque sorte. Puis petit à petit, on les a moins tabassés. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu ? Au bout de quelques années ou dizaines d'années, des introductions. Tout à fait. Je peux parler de ça parce que notamment, tu parlais de Pradori. Il a été vachement pointilleux sur ça. Et oui, ça fait partie des directives de l'année. Et les autres matchs, non ? Ces directives sont partagées avec les entraîneurs sur le stage de rentrée où arbitres et entraîneurs se mettent d'accord sur la façon dont les matchs vont être dirigés. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans on l'était déjà avant, mais dans un échange entre les staffs et les arbitres. Voilà, je pense qu'on aura éclairé un peu plus les supporters. Là, on l'a éclairé sur le terrain. Après, je ne sais pas si après, voilà, ce que je disais tout à l'heure en antenne, on a l'impression que le rugby est un sport compliqué et que toutes les années, on complique un peu plus la tâche, notamment les arbitres. Oui, parce que c'est pas simple. On leur ajoute des couches supplémentaires. C'est un sport qui est complexe de par les règles. C'est vrai que le bouquin des règles, il est dense, il est touffu, les précisions aussi sont nombreuses, mais finalement, tout un chacun est capable de les apprendre, les règles, et de les réciter. Mais après, c'est l'application de ces règles qui, sur le terrain, devient plus complexe. Un match de top 14 ou un match international, techniquement, c'est très simple à arbitrer. Il y a très peu de fautes. Peu de déchets. Mais par contre, quand il y a une faute, il faut vraiment arriver à trier celle qui a une importance de celle qui n'en a pas. Et là, on tombe dans la précision. Et aujourd'hui, l'arbitrage s'est fait de précision, alors que quand nous, on l'arbitrait, au milieu, en top 16 ou en top 14, on arbitrait plus l'histoire du match. Une équipe qui dominait, elle avait les pénalités. Une équipe qui était dominée, elle se prenait sa dose. Aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord. Ouais, ça rabat les cartes. Complètement. Alors, oui, tu avais des questions. Vas-y. Je voulais parler d'Éric, parce qu'il a parmi ses qualités, outre l'arbitre et l'enseignement,
il est aussi écrivain. Hein. Eh ben oui, c'est pour ça que quand tu as dit le mot bouquin, j'ai dit bon, là, il va falloir... Je sors encore un livre. J'en ai sorti un l'an dernier au mois d'octobre, au Dictionnaire impertinent de l'arbitrage du rugby, qui n'est pas du tout un livre sur les règles du jeu, mais qui est un livre plutôt léger sur ce que j'ai pu vivre ou ce que d'autres ont pu vivre dans l'arbitrage, et où j'ai essayé quand même, mon côté enseignant, d'être pédagogue et d'expliquer d'où vient l'arbitrage, comment l'arbitrage est arrivé au rugby, d'expliquer aussi ce que sont les fédérations, les ligues, le bénévolat, le coaching, l'arbitre, sa préparation, enfin vraiment de scanner un peu tout ce monde de l'arbitrage sur un ton plutôt léger et humoristique. Avec quelques anecdotes, bien évidemment, et ça a été mon premier bouquin. Et j'en sors un deuxième le 18 octobre. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Up and Under. Ah ouais. Ah bah ouais. Par hasard. Comme par hasard. Up and Under, le sous-titre, c'est une vie de rebond. Où là, c'est complètement différent. Là, c'est un roman. C'est un roman. Ouais, un roman cette fois, qui bien évidemment tourne autour de l'arbitrage et d'un arbitre et du rugby. Mais un roman qui va plus s'attacher à parler des hommes, de leurs qualités, de leurs valeurs, de leurs défauts, de leurs aspérités, que du rugby en lui-même. Voilà. Donc, c'est pas du tout autobiographique. Tous les personnages du roman ont existé, soit sous la forme telle qu'ils sont dans le roman, soit ce sont des assemblages de personnages qui sont dans le rugby. Il y a un peu de moi aussi, bien évidemment. Ça, ouais, sûrement. Voilà. J'ai essayé d'être vraiment dans la transmission, et je le veux encore une fois d'abord comme un témoignage, bien évidemment, de ce que peut être la vie d'un homme ou d'une femme arbitre, mais aussi comme une forme d'hommage à tous les collègues, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes hommes ou hommes qui prennent un jour un sifflet, que ce soit au foot, que ce soit au rugby, que ce soit au volley, que ce soit dans n'importe quel sport, en fait, finalement, pour permettre aux autres de pratiquer leur sport. Voilà, c'est vraiment un acte fort. Tu parlais de femmes rugby, est-ce que vous avez des contacts avec, est-ce que vous vous réunissez avec la gente féminine qui arbitre? Elles sont complètement intégrées. Aurélie Groiselot, par exemple, qui est notre arbitre qui officie en Pro D2, qui est international, qu'on voit sur le tournoi, sur la Coupe du Monde actuellement. Elle participe au stage et aux formations des arbitres du top 14 et du Pro D2 comme n'importe quel autre arbitre. Il n'y a pas de séparation, à part dans les vestiaires, il n'y a pas de séparation entre les femmes et les hommes arbitres. D'accord. Et leur ressenti, est-ce que c'est le même ressenti que les hommes, ou elles sont, vous les sentez intégrées dans le rugby J'ai jamais senti de pas de côté de leur part. C'est particulier quand on est une jeune femme de se retrouver dans un milieu très masculin. Mais si elles sont là, c'est parce qu'elles ont aussi des qualités et une autorité naturelle, et qui font qu'elles sont respectées. Elles n'ont pas besoin de forcer le trait. D'accord. Elles n'ont vraiment pas besoin de forcer le trait. Il suffit qu'elles restent elles-mêmes, et elles sont respectées pour ça. Après, j'ai le sentiment peut-être faux, que c'est peut-être plus facile à arbitrer un match féminin que un match masculin. J'ai un très mauvais souvenir, moi, de France-Italie que j'ai arbitré à Nice, qui était un match féminin. Ouais, ça avait été un match terrible. Qui était même violent parfois. Ouais. D'accord. Ça remonte, vicieuse et moins. Ça remonte, ça devait être dans les années 2000, je sais pas, 2002-2003. Un match France-Italie à Nice. Ça avait pas été une partie de plaisir. D'accord. Mais bon, après ça a changé. Aujourd'hui, on voit le rugby qu'elle propose, à part les Anglaises, mais sinon, c'est un rugby très dynamique, d'évitement. J'ai regardé le match Black Irlande, même si l'Irlande est vraiment en dessous, mais les Blacks font vivre le ballon de façon assez extraordinaire. Hein. C'est très spectaculaire. Beaucoup moins de jeu au pied. Tout à fait. Ouais, très spectaculaire. Et l'avenir d'Éric, c'est quoi? Tu vas un troisième roman, peut-être un policier pourquoi pas, oui. De toute façon, j'ai déjà plein d'idées pour d'autres romans. Le meurtre dans les vestiaires. Bon. Ouais, tiens. Qui a tué l'arbitre. Mais ça devient un peu un métier. Hein. Pour que ce soit un métier, il faut être écrivain. Et ça devient un métier dès lors qu'on en vit. Moi, je le fais plus par cette... D'abord parce que ça m'amuse beaucoup à moi, personnellement, d'écrire. Et puis, si je peux transmettre un petit peu de ce que j'ai vécu, là,
là, c'est gagné. Et après, mon avenir, ça va devenir bientôt un avenir de retraité, aussi bien de l'arbitrage que professionnellement. C'est ma dernière année de directeur d'école. Il n'y a pas d'âge limite pour l'arbitrage vidéo aussi? Non, il n'y a pas d'âge limite. C'est tant qu'on arrive à y voir. C'est ce que j'allais te dire. C'est la vue. Tant qu'on n'a pas trop besoin de ce... Non, alors, il y a quelques-uns qui ont arrêté depuis longtemps. Il y a plus d'âge limite pour arbitrer. Même sur le champ? Oui. Ah bon? Mais il n'y a plus d'âge limite écrit. D'accord. Après, il y a un âge limite consenti que tout le monde. L'arbitrage vidéo, c'est pareil, c'est 65 ans. À partir de 65 ans, on considère que. Et puis, il faut aussi laisser la place aux jeunes. L'arbitrage vidéo, certes, c'est les matchs, mais c'est aussi beaucoup de travail en dehors. Ce sont des déplacements. Bien sûr. Voilà, bon, tout ça. Au bout d'une carrière largement... Un déambulateur, un arbitre, le jour où un arbitre vidéo va se pointer en déambulateur, ça va avoir la fiche mal. Donc voilà, je me prépare à ces dernières échéances, y compris professionnelles, à l'école pas très loin d'ici d'ailleurs. Ça te fait pas peur? Non, mais c'est même émouvant parce que l'école où je termine ma carrière est l'école où mon grand-père l'a commencé, en 1952. En 1950, pardon, tu es directeur de l'école où moi je suis directeur et où je termine. Et lui, il a commencé. Après avoir commencé dans l'école où il a terminé. C'était l'école du Tassac qui n'existe plus aujourd'hui. Exact. Bah, écoute, Eric, merci. Merci à vous, toujours un plaisir. On va aussi remercier l'équipe du Petit Rungis, Christophe, qui nous a reçus. Ils sont top. Bravo. Merci. La technique, la technique, l'éclairage, voilà. Le maquillage. Voilà, et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois parce que là on s'est un peu perdu dans des trucs, enfin surtout moi. Faut que je retrouve un carton orange. Hein. Ouais. Il faut en trouver un de carton. Ouais, si t'en as un, J'en ai pas, mais je vais en trouver. Tu le fauches à quelqu'un. Tu le fauches à un arbitre. Non, ton collègue, comment il s'appelle ton collègue arbitre, celui que t'aimes bien. Tu reprends quand l'arbitrage? Octobre. Voilà, là, pour tout un tas de raisons, je suis off ce mois-ci et reprise en octobre. Et sur la difficulté, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est un chemin. Et il faut l'avoir toujours présent à l'esprit. Toujours présent. Et vous fonctionnez toujours avec le même ou tu... Non, on n'est jamais... ça a été à un moment un peu une tendance, mais là, ça l'est plus aujourd'hui. D'accord. On doit être en capacité de fonctionner avec n'importe lequel. La seule exception, c'est quand arrive la fin de saison, les arbitres qui vont faire les phases finales sur les matchs qui précèdent, ou pour la Coupe d'Europe aussi, on le voit. Il y a des espèces pas de galop d'essai, mais voilà, pour avoir les mêmes réflexes, pour avoir les automatismes. Donc moins de binômes. Ouais, tout à fait. Ben nous, non, toujours pareil. Ben ouais, je vois ça. Ouais. Malheureusement. Et quel binôme. Malheureusement. Et quel binôme. Bon, écoutez, merci à tous. Merci à tous. Et puis à la semaine prochaine. Et à lundi prochain. Ok. Mardi prochain, pardon. Mardi prochain.